que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Il y a quelques temps, une abonnée m'a partagé un réel de Joanne du compte Instagram Le Jeune Engagé, un réel qui parlait du volontourisme. Il y dénonçait des pratiques peu scrupuleuses où l'argent prime sur l'éthique. En fait, plutôt que de créer des infrastructures permettant aux populations de s'autogérer durablement, les entreprises du volontourisme créent une sorte de dépendance pour pouvoir proposer des missions en continu. La question qu'on peut se poser, c'est en fait, le volontourisme fait-il plus de bien ou de mal aux communautés locales? Avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Sanguinetti, qui est spécialiste des questions humanitaires et développement et réalisatrice d'un documentaire sur le volontourisme au Cambodge. Dans une première partie de cet épisode, Chloé va nous expliquer ce qu'est le volontourisme, à qui ça s'adresse, qui dirige cette filière touristique, et puis nous aborderons les dérives de cette pratique, et puis bien évidemment nous terminerons cet épisode par voir les alternatives qu'il est possible de trouver pour faire du volontariat responsable. Alors voilà, si vous êtes prêts à plonger dans les dessous du volontourisme, prêts à remettre en question vos façons de voyager, de voir cette pratique, restez avec nous, ça promet d'être une discussion très très intéressante. Bonjour Chloé, bienvenue sur le verre à moitié plein, je suis très contente de vous recevoir. Pour commencer peut-être, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler de votre parcours professionnel, de ce qui vous a amené à vous intéresser aux questions humanitaires, aux questions de développement et puis au volontourisme. Bonjour Élise, merci de m'avoir sur ce podcast. Donc moi je m'appelle Chloé, j'ai fait des études de relations internationales puis de droit et action humanitaire. Et à la fin de mes études, je suis partie faire un tour du monde, enfin un long voyage pendant 1 an et demi, pendant lequel j'ai filmé un documentaire qui s'appelle aujourd'hui The Voluntourist. Et pour ce documentaire, j'ai interviewé plusieurs volontaires qui étaient en mission sur le terrain. Je les ai questionnés sur leur motivation, l'impact qu'ils pensaient avoir en étant sur place. Et de manière plus globale, le film il pose la question de savoir si le volontourisme, cette mode du volontourisme, fait plus de mal que de bien. Je me suis intéressée à ce sujet parce que, en fait, moi-même, j'ai fait une mission de volontourisme quand j'avais 19 ans. Je suis partie au Vietnam donner des cours d'anglais à des enfants des rues. C'était comme ça qu'ils étaient décrits par l'agence avec laquelle je suis partie. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un problème. En fait, j'étais pas prof, j'étais très jeune, je parlais pas vietnamien, je n'étais pas habilitée ni formée à travailler avec des enfants particulièrement. Et en fait, je me suis sentie très vite mal à l'aise pendant tout le temps que j'étais là-bas. Et du coup, le documentaire, c'était une manière de questionner aussi mon propre engagement à ce moment-là. Au moment où le documentaire est sorti, je pensais vraiment qu'il y aurait que ma famille en fait, qui l'aurait regardé, et mes amis. Et en fait, il est sorti à un moment où je pense que cette problématique prenait pas mal d'ampleur. La question de la légitimité de ce type de volontariat se posait vraiment. Et donc, en fait, il a pris plus d'ampleur que ce que j'imaginais. Il a été utilisé comme un outil de sensibilisation, un outil de plaidoyer par plusieurs ONG, par plusieurs institutions. Après la sortie de ce documentaire-là, j'ai habité quelques années au Cambodge et là, je viens de rentrer à Paris où j'ai fondé un studio de communication qui est spécialisé dans l'humanitaire et le développement. Donc aujourd'hui, on va parler du volontourisme. Là, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on pourrait quand même définir cette pratique touristique aux auditeurs qui découvriraient ce mot aujourd'hui? En fait, j'ai toujours un peu de mal de donner une définition assez courte et précise parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans cette espèce de mode.
Mais je pense qu'on peut se baser sur la définition de France Volontaire, qui est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères sur ces questions-là, et qui dit, donc je vais la lire, « Forme de tourisme conjuguant voyage et engagement volontaire, le volontourisme promet à des individus désireux de s'engager pour une cause, la découverte de nouvelles cultures, tout en venant en aide à des communautés locales. Si les intentions de départ paraissent louables, dans les faits, des organisations proposent des séjours payants, dont le modèle économique repose sur les profits tirés de cet engagement volontaire, bien souvent au détriment de l'intérêt général. » Si on décortique un peu cette définition, c'est un marché qui fait du profit sur les bonnes intentions des volontaires. C'est souvent des opérateurs qui proposent à des volontaires de s'engager sur un temps plutôt court pendant un voyage qu'ils feraient dans un pays. Dans cette optique, en fait, les missions, elles sont proposées et tournées autour du volontaire plutôt que sur les besoins réels sur le terrain, parce qu'en fait, c'est le secteur du tourisme qui s'approprie les codes de l'humanitaire et du développement. Et donc c'est géré par des entreprises à but lucratif et pas par des ONG ou des associations à but non lucratif. Dans le cadre de cette définition-là, c'est souvent des opérateurs, donc effectivement des entreprises qui font du profit, font du marketing très très ciblé pour les volontaires et qui leur proposent de s'engager. Donc souvent, c'est des missions qui sont relativement courtes, c'est des missions sur lesquelles on ne demande pas forcément de compétences particulières, c'est des missions sur lesquelles on ne demande pas forcément un CV ou on ne fait pas passer d'entretien et pour lesquelles il faut payer une certaine somme d'argent qui est la plupart du temps assez démesurée par rapport à la vie du volontaire sur place. Et ces entreprises, elles sont ces entreprises qui viennent des pays émetteurs, des pays occidentaux ou des entreprises locales ? C'est souvent des entreprises plutôt qui viennent des pays donc, qui envoient des volontaires, donc des pays occidentaux. Il y en a des très grosses, après il y en a des plus petites. En fait, c'est pour ça que la définition du volontourisme, elle peut être un peu réductrice de temps en temps, parce que quand on dit volontourisme, c'est souvent pour décrire des dérives en fait du volontariat responsable. Et en fait, on peut avoir des dérives même si on passe pas par des grosses entreprises, même en passant par une association qui a pas vraiment fait son travail, qui accueille pas bien ses volontaires, on peut se retrouver sur des missions en fait de volontourisme aussi. C'est pour ça que la définition, elle est pas encore très très claire. Mais si on reste dans le cadre de la définition du volontourisme en tant que mission payante, effectivement, c'est des grosses entreprises occidentales qui vont utiliser des ONG locales, des opérateurs locaux pour envoyer leurs volontaires. Je sais pas si c'est clair du tout ce que je... Si, c'est très clair, c'est intéressant. Et après, de toute façon, à la fin de l'épisode, vous avez parlé de volontariat responsable. On verra comment différencier un volontariat responsable d'un volontourisme. Et vous avez parlé des missions, donc des missions courtes, où on ne nous demande pas forcément de CV de qualification. Qu'est-ce que ça va être ? Moi, je connais la construction des puits, en Afrique surtout, les cours d'anglais. Je ne sais pas trop ce qu'on peut retrouver d'autre. En fait, c'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'on peut retrouver de tout. On peut trouver des missions médicales, même sans avoir de formation dans ce domaine-là. On peut donner des cours d'anglais, on peut juste travailler avec des enfants. Donc, c'est même pas en donnant des cours comme un centre aéré un peu. On peut aussi faire de la protection de l'environnement, de la protection des animaux, de la construction, de l'empowerment, travailler avec des groupes de femmes. En soi, la gamme est très variée d'offres. Et principalement, les personnes qui font ce volontourisme, ça va être des jeunes, j'imagine dans le cadre, je sais pas, d'une année de césure, après ses études, pendant un voyage, etc. Dans votre documentaire, donc vous faites des entretiens avec des jeunes et vous leur demandez un petit peu quelles sont leurs motivations, ce qui les a poussés à payer pour venir faire ce volontourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, je pense que de base, les intentions des personnes qui s'engagent, elles sont toujours louables. Il y a une vraie envie d'aider, d'avoir un impact, de participer à un monde meilleur, etc. Mais il y a aussi l'envie de découvrir un pays autrement. En fait, comme le tourisme de masse est complètement démocratisé, qu'il y a de plus en plus de personnes qui voyagent, etc., faire du volontourisme et s'engager auprès de populations locales pendant son voyage,
ça permet d'ajouter un peu une autre dimension à son voyage et pas de voyager comme tout le monde. Donc il y avait cette envie-là, en plus de celle d'aider, quoi, c'est de faire plus que simplement voyager, en fait. Il y avait aussi l'envie d'ajouter une ligne à son CV, de tester, en fait, un travail. Les jeunes que moi j'ai interviewés dans mon documentaire, ils sont donc très jeunes, il y en a qui étaient presque en sortie de lycée, ils ne savaient pas dans quoi ils allaient s'engager après. Et il y en a une qui m'avait dit, moi j'hésite à devenir prof, et donc je suis venue faire un volontariat avec des enfants pour tester si ça lui plaisait, en fait. Mais bon, c'est pas quand on questionne vraiment cette idée-là, c'est un peu dérangeant. Il y avait aussi, pour les volontaires, en tout cas que moi j'ai interviewé, donc ce profil de volontaires très jeunes, c'était rassurant d'avoir un cadre, en fait, de savoir qu'on allait partir en mission, un peu comme une colonie de vacances, en fait, ça rassure les parents. Quand on n'a jamais vraiment voyagé avant ou qu'on n'est pas allé aussi loin avant, s'engager sur une mission, ça permettait d'avoir ce cadre-là. Ok, mais donc à la fois une démarche quand même altruiste, une envie peut-être un peu naïve d'aider, et une part, je sais pas, de distinction, ou quelque chose pas forcément conscientisé, mais de se dire, voilà, je vais gagner en expérience, je vais améliorer mon anglais, je vais améliorer mes compétences techniques, ça va être bien sur mon CV, etc. Exactement. Et il y a aussi dans cette idée, en fait, de faire plus que simplement voyager, il y a une grosse part un peu réseaux sociaux, en fait, de se mettre en scène, de se montrer, et souvent que les gens répondent en disant, en voyant mes photos de moi avec des enfants dans un pays d'Afrique ou dans un pays d'Asie, je vais recevoir des louanges, en fait. On va me dire c'est très bien ce qu'on fait, et ça va s'apparenter à comme une mission humanitaire, alors que c'est deux mondes totalement différents, quoi. Bon, maintenant qu'on a bien compris, on va dire, le contexte du volontourisme, on voit un peu mieux ce que c'est, je propose qu'on s'attaque au cœur du sujet, on va dire, c'est-à-dire, voilà, mis à part le fait qu'il puisse y avoir une motivation altruiste, égoïste de la part des participants, en fait, quel est le problème, enfin, dans quelle mesure on peut se questionner sur la problématique de votre documentaire, le bien ou le mal qu'apporte cette pratique aux communautés locales. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples, en fait, des principaux problèmes associés au volontourisme, voilà, nous partager ce que vous avez ressenti pendant vos entretiens, tout le travail que vous avez fait sur le terrain. Voilà. En fait, si on prend de base la manière dont le volontourisme est réfléchi, ce que je disais au début, en fait, les projets, ils sont pensés dans une optique marchande. Donc, tout est tourné autour du volontaire et pas du tout autour des réels besoins locaux sur le terrain. Le marketing, il est fait en disant vous n'avez pas besoin de compétences particulières, juste être motivé, vous n'avez pas besoin de questionner, en fait, vraiment votre impact ou la manière dont vous allez aider. Il suffit de payer 2 000 € et puis voilà, vous partez. Donc, c'est cynique, mais c'est aussi une réalité. Et en fait, comme ces projets sont pensés autour du volontaire, on va leur proposer de faire un peu tout ce qu'ils veulent, mais sans leur demander effectivement de compétences ou en étant en adéquation avec des besoins locaux. Donc il y a par exemple, pour donner des exemples concrets, au Cambodge, moi j'ai visité des villages où des personnes avaient plusieurs puits sur leur terrain. Une dame qui avait 2 puits puis une pompe à eau, les 3 qui ne fonctionnaient pas, parce qu'en fait c'était des groupes de volontaires qui étaient venus les uns après les autres, qui avaient construit des puits défaillants qu'elle ne pouvait pas utiliser après, qui avaient pris une photo, qui étaient repartis, et ensuite un autre groupe de volontaires était revenu et avait reconstruit quelque chose. Et après, derrière ça, il n'y avait aucune réflexion sur la durabilité des programmes, parce que personne n'était venu la voir en lui disant « Est-ce que le puits marche ? Est-ce que vous savez vous en servir ? Est-ce que la pompe à eau, vous savez la réparer si besoin ?» Donc ça prouvait très bien que c'était pas du tout pensé pour cette personne-là, pour cette personne locale. C'était pensé pour les groupes de volontaires qui voulaient, eux, se sentir bien ou avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, en fait. J'ai vu aussi, on savait aussi, par exemple, qu'il y avait une école au Cambodge, à Siem Reap, dans la région la plus touristique du Cambodge, qui faisait venir des groupes de volontaires. Et à la fin de leur mission, ils leur faisaient faire une grande fresque où chaque volontaire mettait
leurs mains et leurs prénoms à la peinture. Et en fait, dès que le groupe partait, la fresque, elle était recouverte de peinture blanche pour que le prochain groupe puisse refaire exactement la même chose, se prendre en photo et se sentir bien. Donc on voit bien que là, c'est pas du tout pensé pour les personnes locales, en fait. Donc en fait, on a des projets qui sont pas adaptés, des projets qui sont mal faits, donc qui peuvent être potentiellement dangereux. En fait, comment est-ce qu'on peut construire... comment est-ce qu'on peut se dire qu'on va construire un puits qui est solide quand on n'est pas maçon ou quand on est dentiste, c'est... Voilà. Mais il y a des projets qui sont aussi au détriment. En fait, là, c'est des projets un peu inutiles dont je parle. Ça fait un peu rigoler, etc. Mais en fait, c'est des projets qui sont au détriment des populations locales aussi. En fait, on vient se substituer, par exemple, à quelqu'un de local qui pourrait très bien construire un puits contre un salaire. Quand on vient donner des cours d'anglais, il vaudrait peut-être mieux former un professeur local sur le long terme qui peut suivre les élèves sur la durée plutôt qu'avoir un roulement de volontaires qui ne font pas de suivi pédagogique et qui donc du coup vont réapprendre exactement les mêmes choses toujours aux élèves. Donc c'est inutile, mais c'est aussi assez néfaste, je trouve. Et il y a après il y a des dangers encore plus graves, comme le volontariat en orphelinat. Donc juste pour donner un peu de contexte sur le volontariat en orphelinat, parce que c'est important comme exemple, en fait dans l'imaginaire collectif, l'orphelinat il est un peu ancré comme étant la bonne solution de prise en charge d'un enfant, alors qu'en fait, après des années de recherche, on sait que c'est mauvais pour le développement des enfants et il vaut mieux privilégier un milieu familial. D'ailleurs, il y a presque plus d'orphelinats en Europe pour cette raison-là. Sauf qu'encore aujourd'hui dans le monde, il y a énormément de missions de volontariat en orphelinat qui sont proposées. Et ça, c'est parce que c'est une des options un peu les plus populaires auprès des volontaires, c'est de s'engager auprès des enfants. Déjà, s'engager auprès d'un enfant, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences particulières. En plus, c'est extrêmement gratifiant de travailler avec un enfant parce qu'il va tout de suite sourire, il va faire un câlin, etc. Et en fait, quoi de mieux encore que de travailler avec un enfant, qu'un enfant encore plus vulnérable et donc un orphelin. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on sait que dans le monde, 80% des enfants qui sont placés en orphelinat, ils ont au moins un parent qui pourrait s'occuper d'eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'être dans cette institution néfaste pour leur développement. Et une des raisons pour lesquelles ils y sont, c'est parce qu'il y a une demande et il y a un marché de volontaires qui veulent travailler avec des enfants placés en orphelinat. Et donc, en fait, ça participe au trafic d'enfants. Si on va encore plus loin dans cette problématique-là, il y a aussi des orphelinats qui gardent les enfants dans des conditions pas possibles parce qu'ils savent que les volontaires vont donner plus d'argent s'ils arrivent dans un orphelinat qui est complètement vétuste plutôt qu'un orphelinat qui est propre et bien entretenu, etc. Et en fait, il vaut mieux donner un établissement qui tombe en ruine plutôt qu'un établissement qui est flambant neuf, en fait. Donc, il y a énormément de dérives. Il y a des dérives qui sont un peu immédiates, qu'on peut voir tout de suite, qui sont un peu gênantes, qui font un peu rigoler. Mais en fait, si on creuse vraiment ce problème-là, c'est des problèmes sur le long terme très graves, en fait. Ok, oui, c'est d'un cynisme... Wow. Ouais. Et est-ce que... Oui, en fait, c'est une espèce en plus de... Oui, on vient glamouriser la misère. C'est assez condescendant aussi de se dire... Ben moi, j'ai pas de qualification ni rien, mais comme je viens d'un pays occidental, forcément, ce que je vais faire, ce sera mieux que les personnes locales. Ouais, exactement. En fait, c'est une réalité. Je sais que ça paraît... Tous ces côtés-là, ils paraissent très cyniques. Déjà, tout est vrai. Hein. Ça existe vraiment, toutes ces situations très graves, etc. Mais est-ce que, en fait, les questions plus profondes de cette mode-là et de ces dérives-là, c'est est-ce qu'on s'imaginerait, par exemple, rentrer dans une école primaire en France ou une crèche, aller jouer avec les enfants pendant une semaine et puis prendre des photos, puis repartir. Déjà, on ne nous laisserait pas faire. Mais nous-mêmes, on ne se dirait pas que ce serait OK de faire ça. Donc pourquoi on se permet de le faire ailleurs ? C'est une vraie question. Comment on se dit qu'on va construire un puits sans expérience ou qu'on le fera mieux effectivement qu'une personne locale ? C'est aussi une vraie question. Et en fait, on arrive quand on est volontaire, en tout cas, moi, les volontaires avec qui j'ai discuté, ils étaient très jeunes. Ils arrivaient dans des pays où ils ne connaissaient pas la langue, ils ne connaissaient pas forcément bien la culture, les mœurs,
comprennent pas forcément la situation politique ou économique dans laquelle est le pays dans lequel ils sont en train de travailler. Et je pense qu'il faut avoir un minimum en fait, d'humilité quand on veut s'engager. Alors là, en fait, dans le volontarisme, il y a comme un espèce de dédain, un peu un aveuglement, parce qu'on a de bonnes intentions. Comme l'intention est bonne, on n'a pas besoin de la questionner. Sauf qu'en se posant pas ces questions-là, on perpétue des stéréotypes qui sont très dangereux. C'est des comportements un peu néocolonialistes, en fait, il faut se le dire, et c'est assez dangereux sur le long terme. J'avais une amie cambodgienne à Phnom Penh qui m'avait dit un jour, vous pensez que nos enfants, ils sont comme des chiots, vous venez, vous jouez avec eux et vous repartez. Donc c'est aussi, de la part des Cambodgiens, ils n'étaient pas dupes non plus. De la part des populations locales, ils voient arriver des espèces de cars, de gens bien pensants du monde occidental qui viennent, qui construisent un truc qui en plus ne tient pas debout, puis qui repartent. Eux aussi, on va avoir une forme de cynisme en fait en voyant ces choses-là arriver, quoi. Oui, mais en fait, il faut juste retourner à la situation, se dire qu'est-ce qui se passerait si c'était eux qui venaient faire ça chez nous, pour se rendre compte immédiatement qu'il y a quelque chose qui tient pas la route, quoi. Et il y avait une question que je me posais, en fait, dans votre documentaire. Donc, vous interviewez des jeunes et vous en montrez, donc, qui sont, on va dire, en pleine désillusion, qui se rendent compte au fur et à mesure un petit peu du système dans lequel ils se sont embarqués. Et il y en a d'autres qui se rendent compte, mais continuent quand même un petit peu d'y croire ou qui essayent de s'accrocher à quelques petites choses positives qu'ils peuvent voir. Et voilà, moi je voulais savoir globalement, après un séjour ou pendant un séjour, est-ce que la vision des volontaires sur le volontourisme évolue comment ça se passe en fait pour les jeunes? Moi, en tout cas, ceux avec qui j'ai parlé, je trouve qu'ils se rendaient très vite compte du problème. En fait, ils sont pas dupes du tout. Et c'est ça qui est dangereux avec le marché du volontourisme, c'est qu'en fait, on leur a vendu du rêve. On leur a dit, bien sûr, vous pouvez vous engager comme ça. Il suffit de payer 2 000 euros. Et en fait, eux, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire ou les informations disponibles aussi pour se poser ces questions-là, se rendre compte tout de suite que potentiellement, il y aura un problème. Et en fait, ça, c'est aussi un des autres dangers du volontourisme, c'est un peu de casser la motivation de ces personnes-là qui veulent s'engager, dont les intentions sont louables, même si elles vont pas forcément dans le bon sens, en fait. C'est souvent voir en fait, avoir des volontaires qui reviennent de mission volontourisme et qui ne vont plus jamais s'engager parce qu'ils sont dégoûtés, en fait. Et ça, c'est aussi très dangereux, en fait. Il faut continuer à dire aux gens de s'engager, c'est très bien, le volontariat, c'est très bien. C'est juste qu'il faut réfléchir à la bonne manière de le faire et que des grosses entreprises qui vendent des projets comme ça, en fait, vont à l'encontre du volontariat éthique et du volontariat responsable. Oui, en fait, les jeunes, c'est aussi les victimes à qui on vend une espèce de misère un peu artificialisée, on leur vend du rêve, etc. Et en fait, oui, ils se rendent assez vite compte. Mais il y avait même des volontaires à qui je parlais. En fait, je sentais qu'ils se posaient cette question-là. Mais donc déjà, ils avaient leur organisme de départ, donc l'opérateur qui les avait fait payer de l'argent, qui leur disait « Mais si, c'est trop bien ce que tu fais ». Les personnes locales sur place, pour continuer en fait à avoir un flux de volontaires et donc un flux d'argent, les encourageaient aussi. Leur famille, en fait, en Angleterre ou aux États-Unis, dépendant d'où ils venaient, les encourageaient aussi en leur disant c'est très bien. Donc en fait, il y avait personne dans leur entourage qui questionnait un peu tout ça. Donc eux, ils étaient un peu seuls avec ces pensées-là. Et donc c'est difficile de leur demander de se poser des vraies questions de est-ce que j'ai une attitude néocolonialiste et tout ça quand on a 19 ans. Ça peut se comprendre qu'ils n'aient pas assez de recul ou de perspective, quoi. Maintenant, je vous propose qu'on passe du coup à la partie un peu des alternatives, des solutions. Voilà, on a vu tous les problèmes. Et là, donc, je me demande en fait, est-ce qu'il y a des alternatives au volontourisme? Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut continuer à s'engager, à faire du volontariat, mais du coup, comment on fait?
Alors, moi, je trouve qu'il y a une alternative c'est juste d'aller voyager. Si on se rend compte qu'en fait, on peut pas... On a 2 semaines pour visiter le Cambodge. Je prends toujours l'exemple du Cambodge, mais c'est parce que je connais. Si on se rend compte que oui, on va pas aller en orphelinat 3 jours sur son séjour de 2 semaines, on va juste voyager. En fait, rien que ça, d'aller à la rencontre des gens, mais sur un pied d'égalité, de s'intéresser au pays, de s'intéresser aux coutumes, à la culture, etc. On en revient déjà avec l'esprit un peu plus ouvert que si on va construire un puits de manière condescendante, par exemple, je trouve. Donc avoir l'humilité de se dire, en fait, je vais juste voyager, c'est déjà pas mal. Puis on injecte aussi de l'argent dans l'économie locale en voyageant, enfin, voilà. Et sinon, sur l'engagement, il y a le vrai volontariat, entre guillemets. Donc un volontariat responsable, qui est réfléchi, qui s'inscrit dans la durée et qui est pensé autour des besoins locaux. C'est souvent un volontariat qui ne vous demande pas de payer pour participer à vos missions, ou en tout cas qui ne vous demande pas des sommes complètement astronomiques par rapport à ce que vous allez faire sur place. En fait, pour trouver un volontariat responsable, donc il y a plusieurs questions à se poser. Déjà, moi, je pense qu'il y a plusieurs règles qu'on peut respecter. Il y en a une, qui est un peu la règle du 2 clics. Si on peut acheter sa mission en 2 clics, en ayant payé beaucoup d'argent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Normalement, c'est quand même s'engager, il y a une vraie réflexion derrière, on se pose des questions, on pose des questions à l'opérateur avec qui on va partir. On ne peut pas juste taper dans Google volontariat en orphelinat, arriver sur une page, choisir ses dates, mettre ses numéros de carte bleue et c'est bon. Si en fait on a réussi à faire ça en moins de 10 minutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça peut être une règle générale à respecter. Il ne faut jamais faire de volontariat en orphelinat comme on en parlait tout à l'heure. Ou même si on s'engage avec un opérateur sans faire de volontariat en orphelinat, si cet opérateur propose tout de même du volontariat en orphelinat, il ne faut pas partir avec cette personne-là, enfin avec cette structure-là, pardon, parce que c'est qu'ils n'ont pas fait leur recherche, c'est qu'ils ne respectent pas la protection de l'enfance. Et après, il y a plusieurs questions à se poser, en fait, personnelles avant de partir. Donc pourquoi je décide de partir, pourquoi je m'engage, est-ce que ma mission, elle est pensée dans la durée? Est-ce qu'il y a un vrai besoin sur place? Est-ce qu'on me demande de payer? Parfois même, les bons opérateurs de volontariat, ils vont même rémunérer leurs volontaires. Donc, pas besoin de débourser énormément d'argent. Ils demandent un CV, ils font passer des entretiens, ils proposent une formation. Au départ, à l'arrivée, un suivi quand on est sur place. Il y a notamment des formations à la protection des personnes vulnérables, il y a des chartes, il y a des labels de qualité, etc. En fait, en prenant le temps de se renseigner, on peut trouver toutes ces informations-là. Donc ça, c'est si on dépasse la règle des 2 minutes. Si on n'a pas acheté sa mission en 2 minutes, normalement, on peut on peut aussi essayer de demander s'il y a des volontaires qui se sont déjà engagés, avec qui on peut discuter. Donc vraiment prendre le temps de savoir avec qui et comment on s'engage. On peut aussi s'engager localement, chez soi, de manière régulière. Et ça peut être une bonne introduction aussi à un engagement à l'international. Oui, c'est sûr, il y a plein de choses à faire déjà à échelle locale, dans sa ville, dans sa commune, qui peuvent être plus simples parce que on connaît le territoire, on connaît le contexte, etc. Et ça peut paraître plus pertinent, mais c'est sûr que c'est moins exotique et attrayant que faire un volontariat au Cambodge. Et du coup, comment est-ce qu'on peut trouver en fait son volontariat? Donc voilà, on s'est posé toutes ces questions, on sait exactement ce qu'on veut faire, comment faire. Oui, est-ce qu'il y a des sites, des ONG? Vous aviez parlé au début de l'épisode de France Volontaire, je ne sais pas si on peut en parler là. Ouais, alors France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est la plateforme française des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Et elle réunit plusieurs membres qui ont signé des chartes de qualité et qui proposent des missions à l'international. Et donc, si on va sur la plateforme, par exemple, de France Volontaire, on est à peu près sûr de trouver un volontariat éthique, réfléchi, responsable. Ou en tout cas, des membres de France Volontaire. On s'est rendu compte, en fait, en travaillant avec des personnes qui sont sensibilisées sur ce sujet et qui travaillent sur ce sujet depuis longtemps, qu'effectivement, il manquait d'informations
pour les jeunes qui désirent s'engager. En fait, quand on tape sur Google volontariat, on se retrouve sur plein de trucs, c'est un peu le bordel. Et donc, depuis l'année dernière, je travaille donc avec France Volontaire et aussi avec Funds International, qui est une ONG de protection de l'enfance, sur une campagne de sensibilisation nationale pour permettre aux personnes qui veulent s'engager de le faire au mieux et d'éviter certains pièges. Dans cette campagne, il y aura donc toutes des visuels de sensibilisation, etc. Mais il y aura aussi un site internet sur lequel on va détailler 7 conseils, donc un peu ce que je disais tout à l'heure, les questions à se poser avant, les pièges à éviter, etc. Avec des liens, des ressources, une boîte à outils pour en savoir plus, etc. À la sortie de mon documentaire, j'ai été contactée par Anne Jeunté, qui est la députée des Français de l'étranger, qui s'intéressait à ce sujet parce qu'elle était basée à Singapour et qu'elle avait déjà été confrontée à cette problématique du volontourisme. Et en fait, ensemble, et avec France Volontaire, on a travaillé sur une proposition de loi qui permettrait d'encadrer ce marché un peu du volontourisme avec plusieurs aspects. Un article qui empêche l'utilisation du mot bénévolat au volontariat pour désigner des activités payantes, ou par exemple la nécessité de produire un extrait de casier judiciaire vierge si on s'engage avec des enfants. Cette proposition de loi en fait a été passée en amendement. Je crois qu'on est un des premiers pays au monde à justement utiliser le mot volontourisme ou à en tout cas faire passer un texte légal pour structurer ce marché-là. Et c'est comme ça en fait que la campagne est née, parce qu'on s'est dit bon bah ok, un texte de loi c'est très bien et c'est une énorme avancée, mais il faut aussi que les gens sachent où aller chercher de l'information, quelle est la bonne information, etc. Et donc on travaille depuis sur la campagne de sensibilisation. Ok, oui, en fait ce secteur n'était pas forcément régulé avant ça. Il n'est pas du tout régulé. Parce que effectivement, en fait, en France, il y a une vraie définition de ce qu'est le volontariat ou le bénévolat. Et les entreprises payantes qui offrent du volontourisme, elles utilisent en fait tous les mots et tous les codes du bon volontariat, on va dire, pour un peu leurrer les volontaires. Et donc, déjà, ça fait du mal à des associations qui font du bon volontariat, parce que tout est associé. Et donc, c'était important de réguler tout ça. Oui, je vois même au niveau, je sais pas, peut-être des mots-clés utilisés sur Google. Du coup, ils utilisent les mêmes mots-clés et ils arrivent à être dans les premières pages Google. Et donc, on peut se dire que c'est bien et que c'est ça le volontariat. Ouais, exactement. Après, je pense pas qu'il faut se décourager. Il faut continuer de s'engager, mais il faut vraiment réfléchir de manière constructive, en fait. C'est pas parce qu'on veut aider qu'il faut pas questionner la manière d'aider. C'est pas parce qu'on va aider dans un pays qui est plus pauvre que le nôtre qu'il faut pas questionner la manière dont on va le faire. Et que de toute façon, c'est important et ça fait avancer de se poser ces questions-là. Ok, oui, il faut pas partir sur des acquis et se dire de toute façon mes intentions sont bonnes, donc obligatoirement tout sera bien. Exactement. Est-ce que vous faites des interventions auprès, je sais pas, des jeunes, des professionnels du tourisme pour les sensibiliser ou voilà, est-ce que vous intervenez pour faire de la sensibilisation en fait? Ouais, depuis la sortie du documentaire, je fais des projections du documentaire, des sessions de questions-réponses et aussi des sessions de sensibilisation, des ateliers à ces questions-là. Bon bah si voilà, il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez contacter Chloé pour faire toutes ces interventions-là. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Chloé pour ce partage d'expertise et cette sensibilisation. Et puis bonne journée. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.